Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Régis Le Sommier, qui est directeur de la rédaction chez Omerta. Oui, bonjour Florian. Bonjour Régis, nous sommes ravis de vous recevoir. Ça faisait quelques temps que vous n'étiez pas venu sur cette chaîne. Pour le précédent livre. Voilà, c'était déjà pour un précédent livre qui est celui-ci. Voilà, je vous le présente tout de suite parce qu'on va en parler. Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? Donc l'autre ou l'Occident, je ne sais pas si on aura une réponse précise aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous recommande ce livre. On va bien sûr le décortiquer et en parler ensemble. Il y aura un lien sous la vidéo en description pour l'acheter directement. Et c'est un livre qui mêle à la fois réflexion sur la problématique du livre, bien évidemment, on va y revenir, qui fait le portrait de différents personnages très connus, du monde entier, qui sont souvent controversés, voire tous d'ailleurs, dans le livre évidemment, mais qui en même temps mêlent tout ça à des témoignages de votre profession, c'est-à-dire que vous êtes un journaliste qui est sur le terrain, et notamment sur les théâtres de guerre. Oui, tout à fait. C'est un livre qui, à la base, provient d'une réflexion que j'ai faite en fait à l'étranger, sur justement l'image de la France. Quand je dis qui est le diable, l'autre ou l'Occident, je me pose la question de ce que j'ai noté. Ça fait 30 ans que je fais du reportage. J'étais habitué à parcourir beaucoup de pays dans lesquels la relation entre leur relation à nous était souvent très ambiguë, une certaine fascination toujours, et puis une sorte d'amour-haine également, avec une envie aussi de nous ressembler, et puis une envie de nous détester aussi. Enfin bref, un sentiment très complexe lié souvent à l'histoire, lié à la décolonisation, lié, on va dire, à d'autres événements, à diverses interventions occidentales dont je parle dans ce livre, que ce soit en Irak, en Libye, oui, on va y revenir. La Syrie, on va y revenir. Mais si vous voulez, qui comportait, on va dire, toujours l'idée que l'Occident avait toujours le lead. C'est-à-dire que l'Occident imposait toujours, d'une façon ou d'une autre, sans être nécessairement la puissance dominante dans le pays en question, mais imprimait toujours sa marque. Et ce que j'ai constaté, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, et j'ai voulu comprendre pourquoi, dans ces mêmes pays que j'ai parcourus, eh bien, j'ai noté une sorte de désintérêt manifeste de la part des élites, mais aussi de la part du peuple, un ressentiment énorme, voire une haine qui s'est installée. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce concept de diable, qui est assez efficace justement pour expliquer ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Alors ce qui est très bien, c'est que le livre, il est fondé sur du terrain. C'est pas qu'une réflexion en chambre ou en plateau. C'est pas, parce qu'on a l'habitude des journalistes ou des généraux de plateau. Non, c'est des exemples concrets, bien sûr. Dedans, non, mais vraiment, y compris avec des soldats sur le terrain. À un moment, vous êtes pourchassés par des drones kamikazes. Enfin, on est vraiment sur du sérieux. Alors, page 20, je lis 2-3 lignes parce que ça résume la thèse, en tout cas la problématique du livre. Ce livre est un plaidoyer pour le journalisme, une dénonciation de la communication de guerre qui le remplace trop souvent, sans que le public en soit toujours conscient, une ode à la compréhension multiple et au retour du droit international qui doit rester notre unique boussole, un antidote au manichéisme, ce que vous disiez, un appel à une vision complète de l'humain qui inclut évidemment le mal. Et c'est vrai que quand vous visitez différentes figures, on se rend compte qu'en fait, ce qui nous est présenté comme le diable, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Bon, je vais partir d'un exemple de l'actualité très simple, peut-être de l'autre côté, un peu dans l'autre sens. Après, on reviendra sur des exemples du livre. Mais là, l'actualité brûlante, par exemple, l'Agence internationale des États-Unis pour l'humanitaire, USAID. Trump vient d'annoncer sa fermeture. C'est un truc qui existe depuis plus de 60 ans. Et ça nous a toujours été présenté comme vraiment l'humanitaire, les sacs de riz siglés USAID. C'est une agence qui a des dizaines de milliards de dollars de budget annuel. Et en réalité, tous les documents que l'équipe Trump-Musk sont en train de faire sortir sont édifiants. Où on se rend compte que, mais même la page Wikipédia en fait expliquait déjà des gros problèmes d'intervention, d'ingérence, de participation à des coups d'État. De participation au lobbying de l'industrie agroalimentaire en Afrique, tout ça. Aux révolutions de couleurs. Aux révolutions de couleurs. Et depuis cette page Wikipédia qui date, mais qui était déjà plus controversée que l'image générale,
On a appris plein de choses, ça finançait en fait plein de médias aussi, plein de journalistes, la BBC, Politico. J'ai lu 9 médias sur 10 en Ukraine. 9 sur 10 en Ukraine, ça finançait, c'était très, très favorable à Euromaïdan en Ukraine, des choses comme ça. Et donc en fait, là on est en train de passer de l'image du bien à l'image du diable. Alors est-ce qu'on n'est pas typiquement là dans un exemple de retournement dans l'autre sens qui montre qu'on a changé d'époque ? Oui, qui est le diable, l'autre ou l'Occident? Trump est on va dire au sens photographique du terme, le produit qu'on appelle un révélateur, qu'on met quand il y avait de l'argentique, vous savez, et tout à coup la photo apparaissait. C'est un petit peu ça. Trump qui lui-même, au départ, n'était pas un diable, était un milliardaire parmi d'autres, qui d'ailleurs, je l'explique, avait financé la campagne de celle qui sera sa grande rivale, Hillary Clinton, quand elle a voulu devenir sénatrice, avait recueilli ce brave Bill Clinton, dont plus personne, pestiféré total après l'affaire Monica Lewinsky tout ce qui s'est passé autour, plus personne ne le voulait. Plus personne, Bill Clinton n'arrivait pas à trouver un terrain de golf, qui est sa passion comme Trump. Et Trump, à l'époque, lui a dit viens dans mon golf, je t'offre un casier, tu pourras... Plus personne, voilà, on oublie ça. Et donc, c'était des très grands amis. D'ailleurs, il y a une photo qui est restée assez célèbre, le troisième mariage de Donald Trump avec Melania, où les deux Clinton sont là et ils rigolent entre eux, etc. Donc, entre New-Yorkais, on s'entend bien, et voilà. Donc, Trump, à l'époque, n'était pas du tout un diable, n'était pas du tout l'incarnation du mal. Il a commencé à devenir l'incarnation du mal, d'ailleurs, peut-être même pas pendant sa campagne, puisque les médias à l'époque, les fameux médias subventionnés, ou les médias, en tout cas, qui font toujours, qui sponsorisent toujours la candidate désignée, enfin la candidate du système, qui à l'époque était Hillary Clinton, et on avait, parce que moi je l'ai suivi cette campagne, on n'avait même pas imaginé que Trump puisse être élu. Quand il est arrivé, en 2016, en 2016, lui-même a été surpris. Je me souviens d'un commentaire que m'avait fait une personne de l'équipe de Trump qui m'avait dit « on a construit l'avion alors qu'on était en l'air. On a décollé déjà et puis après on s'est dit il faut construire ». Donc c'est ce que Trump a fait. Mais au premier jour de son investiture, tout le monde lui est tombé dessus, direct. C'était le candidat qui n'aurait pas dû être là, qui n'aurait pas dû être président. Il a voulu jouer le jeu et après il a compris. Et je pense que cette fois-ci, il a réellement compris. Je mets d'ailleurs en exergue de ce livre une phrase intéressante, une réponse qu'il a donnée à une question de Tucker Carlson quelques jours avant sa réélection, donc en novembre dernier. Il parle justement des efforts et de l'argent investi dans les conflits à l'étranger. Et il dit « Nous avons dépensé 9 trillions de dollars », c'est-à-dire 9 000 milliards de dollars, à bombarder comme des malades, c'est ce que j'ai traduit, en fait c'est « bomb the hell out of the Middle East », donc du Moyen-Orient, à bombarder comme des malades le Moyen-Orient. Nous avons semé la mort, y compris celle des nôtres, et qu'est-ce que ça nous a rapporté? Rien. Donc ça, c'est un constat qui est profond. Ça veut dire qu'il remet en cause l'Irak. Ça veut dire qu'il remet en cause presque l'Afghanistan. Même si l'Afghanistan peut se comprendre comme une guerre de nécessité, au sens qu'il fallait éradiquer Ben Laden. Et d'ailleurs, elle avait été menée par des forces spéciales au début. La guerre d'Afghanistan n'avait pas du tout provoqué une guerre civile en Afghanistan comme ça va être le cas au début. On l'a oublié. Quand les forces américaines et la coalition est intervenue, d'ailleurs une coalition très large, à la différence de l'Irak, qui était the coalition of the willing, c'est-à-dire ceux qui étaient les volontaires, parce qu'il n'y avait pas de mandat de l'ONU, il n'y avait rien du tout. Pour ce qui était de l'Afghanistan, c'était bien différent. Il s'agissait en effet de chasser ceux qui avaient fait le 11 septembre. L'Iran même avait proposé à la coalition d'offrir ses bases pour éradiquer Al-Qaïda à l'époque. Donc on a oublié tout ça. Mais pour reprendre, pour revenir à Trump, la figure de Trump, en fait, va se construire dans ce premier mandat avec une fin chaotique. Souvenez-vous de l'affaire George Floyd, le 6 janvier, l'attaque du Capitole. Ils ont voulu le destituer. Vraiment, il y a eu par tous les moyens, il fallait l'abattre. Et là, cette fois-ci, il a compris. Il a compris justement que pour changer finalement le logiciel et, je dirais, imposer sa marque et son programme, il fallait qu'il y aille, je dirais, à coup de décret, mais plus que ça.
il fallait qu'ils détruisent l'édifice. Et pour revenir à votre question sur l'USAID, c'était peut-être là que se trouvait. Vous savez, vous et moi, on évolue dans une sphère où on est extrêmement critique vis-à-vis des pouvoirs. On s'interroge toujours sur qui décide. Alors un peu facilement, on dit ah oui, c'est Soros ou c'est des personnages, Bill Gates, etc. En réalité, ce qui est très intéressant dans ce qui est en train de se passer avec USAID, c'est qu'on découvre en fait qu'il existe aux États-Unis des officines qui sont là depuis très longtemps, sur lesquelles les sénateurs et les congressmen aux États-Unis n'ont aucune prise. C'est-à-dire que la politique étrangère des États-Unis est un domaine réservé, mais même pas au président, non. Parce que c'est même pas Biden en réalité. On va dire peut-être Anthony Blinken qui a gouverné, on va le dire, pendant ces 4 ans, je le crois, parce que quand on regarde ce qui s'est passé en Ukraine, on connaît l'affaire Boris Johnson qui rend caduc un projet d'accord entre Avril les Russes. 2022, oui. Voilà. Mais en novembre 2022, ce que le New York Times nous a appris récemment, Anthony Blinken s'est affronté avec le Pentagone, avec Mark Milley, chef d'état-major des armées, qui parlait de négociations. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait tellement attention, mais le chef d'état-major de l'armée américaine qui parle de négociations, qui ose le mot paix, qui dit que la Crimée, c'est pas la peine d'y compter, l'Ukraine la récupérera jamais. Et vous avez dans le même temps le chef de la diplomatie, qui est censé, lui, apporter la paix, etc., qui dit on va livrer des armes, on va refaire un package, 30 milliards de dollars, etc., etc., et qui, on le sait maintenant depuis avec le New York Times, s'est affronté avec le Pentagone en disant non, il est hors de question d'arrêter la guerre à ce stade, il faut continuer. 500 000 morts après, côté ukrainien ou côté russe, ou peut-être 1 million globalement, on ne sait pas vraiment l'État, mais en tout cas un pays ravagé qui est l'Ukraine, une Russie qui s'en sort mieux et qui est effectivement plus vaillante sur le front en ce moment, mais si vous voulez une catastrophe absolue, sur laquelle Trump a dit c'est une boucherie, il faut arrêter ça. Voilà, donc on se rend compte que des officines, donc comme l'USAID, ont promu cette guerre, ont assisté financièrement ces médias ukrainiens, donc il y avait bien une intention derrière, qu'ils ont participé aux résolutions orange de couleur. Dans les documents qu'on voit, oui. Et on a revu d'ailleurs récemment des vidéos de John McCain en train de filmer la foule à Maïdan avec Victoria Nuland à côté. Vous vous rendez compte, c'est quand même un sénateur qui vient cautionner un coup d'État à l'étranger. Donc ça, c'est un sénateur. Mais parmi les personnalités élues par les Américains, aucune n'a de prise sur ces officines. La personnalité de Samantha Powers est très intéressante, celle qui dirigeait USAID et qui vient aujourd'hui pleurer, parce qu'il a un visage assez d'Irlandaise, qui a réchappé à la grande famine, quoi. Et donc une sorte de Mater Dolorosa, qui est très habitué à ça, qui a eu un long travail à l'ONU pendant, qui fait partie des gens qui ont utilisé un peu, c'est l'école Kouchner, vous savez, c'est le droit d'ingérence par-dessus tout, indépendamment du droit international, c'est-à-dire ce que dit Pierre Conessa dans son livre sur le complexe militaro-intellectuel, c'est ces gens-là disent on ne peut pas ne pas. Donc on ne peut pas ne pas, il faut intervenir. Donc on intervient, voilà. Et là aussi, il y a une forme de perversion qui se fait, et on le voit avec ça. Il existe aussi, il n'y a pas que l'USAID, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, des officines comme le National Endowment for Democracy, le Hudson Institute, qui sont entre le groupe de pression, on va dire, international et le think tank de réflexion politique, mais qui promeuvent et participent justement de cette action à l'international des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas la définition de ce que Trump appelle le deep state, l'État profond? Tout à fait. Je pense que Macron d'ailleurs parle. Il en a parlé une fois, oui. Oui, mais donc voilà, on pense qu'on peut parler de moi j'en parle souvent. Et là, on sent bien qu'au niveau de ce réalité, deep state, voilà. Et on parlait tout à l'heure de Soros et Bill Gates. Oui. Il se trouve que USAID aussi finançait aussi. Oui. Ça fait partie des documents qui sont sortis. Ça finançait aussi l'Open Society la fondation. Tout à fait. Et surtout, ça finançait. Tout ça est lié quand même. La production d'une série Sesame Street en Irak, les transgenres au Guatemala. Enfin, des choses absolument. Mais pas à coup de millions de dollars. Mais tout ça n'est pas anodin. Oui, c'est pas anodin. Alors on a dit aussi qu'ils avaient payé Angelina Jolie, Ben
Tyler. Ça, c'est plus controversé. Je ne sais pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, la panoplie était... Voilà. Quelques tout petits rappels avant de reprendre notre entretien dans un instant avec Régis Le Sommier. Les Patriotes organisent le samedi 22 février une grande manif nationale pour le Frexit. Ce sera une démonstration de force en cette année 2025, qui est une année époustouflante, de grands changements. La France doit mener le changement, et le changement ne se mènera pas tout seul. Nos chaînes ne se briseront pas toutes seules, nous devons les briser. Et le combat pour sortir de l'Union européenne, il est primordial, premier. Cette manifestation, c'est samedi 22 février, rendez-vous Paris 14h, place du Palais Royal pour un cortège national. Venez très nombreux, contactez vos référents départementaux, organisez-vous en covoiturage entre vous, il y aura un monde fou et des intervenants de très haute qualité. Vous avez noté dans vos agendas. Merci de peut-être prendre la petite seconde pour cliquer sur s'abonner à la chaîne maintenant, pour que les vidéos comme cet entretien et les autres circulent mieux. Si vous êtes abonné à la chaîne, eh ben c'est le cas, l'algorithme fonctionne mieux, tourne mieux et elles sont davantage recommandées. Merci à vous d'y penser. Je vous attends, patriotes. Vous savez, c'est peut-être le moment de faire pause et de se dire j'ai envie d'adhérer au mouvement. Ça y est, je me lance dans le plus grand mouvement souverainiste de résistance de France qui s'appelle les Patriotes. Et j'aurai l'honneur de vous y trouver si vous devenez adhérent, ou de vous y retrouver si vous réadhérez, ou de vous dire un grand merci, un grand bravo si vous faites un don au mouvement pour nous permettre de faire nos actions, parce que je rappelle qu'on n'a pas un centime de financement public. Pas un. Ni d'aide des banques. Que tout ça, adhérer et faire un don au mouvement, c'est défiscaliser aux 2/3 de vos impôts. C'est peut-être le moment d'en profiter. Et de rejoindre un très grand combat concret en cette année 2025 très importante, dans le rassemblement et en défendant la France, notre humanité et des très très belles valeurs de liberté, de souveraineté, de paix notamment. Et de vérité, vous le voyez dans cet entretien. Alors comment on fait pour adhérer et adhérer dès maintenant? Il y a le premier lien sous la vidéo en description. Et ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. Et vous pouvez faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Je rappelle que tout ça est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Ça fait baisser massivement vos impôts. Profitez-en. Bienvenue en tout cas aux adhérents, bravo aux réadhérents et aux donateurs au mouvement. Allez, on reprend l'entretien. Et donc si on veut vous comprendre où sont les sources justement de cet interventionnisme américain, l'appui, on va dire l'outil principal des néoconservateurs, on l'a là et on est en train de découvrir tout ça avec Trump et Elon Musk. Comme Trump a été, vous le rappeliez, c'est bien expliqué dans le livre, vous expliquez à quel point Trump a été, on le voit, on l'a tous vu, extrêmement ensuite démonisé, diabolisé. Est-ce qu'il ne veut pas renverser la table en quelque sorte et s'affranchir, voilà, on lui dit, il s'affranchit des visions traditionnelles. Ceux qui lui sont désignés comme le diable, il va au contraire aller leur parler, essayer de voir si c'est pas plus compliqué. Par exemple, il avait dit dans une interview récente, vous savez, Zelensky, c'est pas un ange, comme ça qu'il a. Il a aussi voulu entretenir la guerre. Il lui dit, je vais parler avec Poutine. Bien sûr. Et dans son plan de paix, qui sera totalement révélé à la conférence de sécurité de Munich, a priori, là, du 14 au 16 février, eh bien, on voit bien qu'il s'affranchit de cette interdiction morale qu'il y aurait à parler avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Là, ce qu'il fait sur USL, il casse vraiment un tabou, c'est-à-dire ce qui est considéré comme le bien absolu. Finalement, il explique qu'il y a beaucoup de mal derrière et de manipulation. Est-ce que c'est pas, puisque c'est quand même la première puissance mondiale, les États-Unis, une révolution qu'on est en train de voir, qui explique votre livre, c'est-à-dire que ce monde-là est fini, ce monde où on pourrait nous vendre dans les médias, même s'ils essaient encore, les méchants et les gentils, est-ce que c'est pas en train de finir sous le coup de Trump et sous le coup des réseaux sociaux? Parce que je vais vous lire un moment, vous parlez des narratifs qui se mettent en place, c'est très important, par les médias. Page 12, les premiers signes de basculement apparaissent en général dans la presse ou à la télé. En fonction de l'inflexion voulue, le vocabulaire utilisé par les commentateurs change. Pour le leader concerné, s'opère alors un glissement sémantique inquiétant. Son gouvernement est soudain qualifié de régime, c'est vrai, ou de mafia, lui-même de tyran ou de dictateur. Si, par exemple, c'est vrai qu'on parle souvent on le voit bien avec... c'est devenu le régime de Bachar el-Assad. Le régime Maduro, voilà, c'est vrai tout ça. Celui de Saddam Hussein. Voilà. Si manifestations contre lui il y a, elles sont le fait de combattants de la liberté. On l'a vu en Géorgie encore récemment, ou même en Slovaquie actuellement. Si celle-ci est en sa faveur, ce sera une foule haineuse, des hordes ou des bandes armées. Les partisans, eux, sont désignés comme des milices. Bon, tout ça, on l'a tous. On parlera de changement de régime pour que le bien triomphe comme un bon scénario hollywoodien. Mais ça, c'est le monde de la télévision et de la radio. Mais aujourd'hui, je reparle de Trump parce que c'est important, mais avec les réseaux sociaux,
est-ce que ces narratifs sont encore possibles ? Et paradoxalement, vous expliquez un moment dans le livre, je n'ai jamais vu autant de propagande que sur l'Ukraine, puisque vous expliquez, il me semblait bien quand même que sur l'Irak et la Syrie, on entendait encore des voix dissonantes. C'est fini sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, c'est phénoménal. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que c'est un moment où on pourrait au contraire se dire, mais les réseaux sociaux ont pris une telle importance et les médias indépendants, qu'on pourrait au contraire entendre plus de voix dissonantes, et on en entend moins. Ou est-ce que justement, c'est parce qu'il y a ces réseaux sociaux que les médias se cadenassent encore plus sur leur folie et leur propagande en fait. Je pense qu'il y a un effet rouleau compresseur sur l'Ukraine en termes de communication. C'est pour ça que vous avez évoqué la question de la communication de guerre qui remplace le journalisme. On a totalement vécu ça. Quand je dis, oui, j'ai vécu la crise syrienne et je vais aller beaucoup de fois en Syrie, il y avait toujours en Syrie un vieux reporter, en général britannique, à qui on ne la fait pas, un Robert Fisk, un Robert Cockburn, ou des gens de The Independent en général, qui venaient et qui expliquaient que ce n'était pas tout à fait ce qu'on nous disait ailleurs. Et comme ils avaient de l'expérience, on les écoutait, on disait, oui, mais tu sais, lui c'est un vieux grincheux, il est tendancieux, mais il n'existait plus en Ukraine. Il n'y avait plus ces cas-là. Je ne vais pas les citer, mais j'ai vu des vétérans du photojournalisme partir en Ukraine. On sentait bien qu'ils étaient très contents de pouvoir faire une dernière guerre et qu'il n'allait surtout pas remettre en cause la narration. Je veux dire des choses toutes simples. Et pourquoi ça parce que c'est une question de mort sociale. C'est-à-dire, si vous dites au début de la guerre, ça s'est aggravé. Mais non, je pense qu'avec l'Ukraine, au contraire, et c'était le cas avec la Libye, ce fut le cas avec la Syrie, ce fut le cas avec l'Irak. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque début de conflit, s'impose une narration dictée par un pouvoir particulier contre laquelle on ne peut pas lutter, et surtout dans la sphère médiatique. Enfin, on ne peut pas lutter. C'est-à-dire, certains luttent, mais là, avec l'Ukraine, ça a pris un ascendant, mais très, 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 très fort. Je reprends l'exemple de la guerre en Irak, puisque je l'ai couvert moi-même, et j'étais à Paris Match quand elle s'est déclenchée. Dans la phase des 5 mois, en gros, de novembre 2022 jusqu'à mars 2023, 2002 ouais. Et jusqu'à 2003, jusqu'à mars 2003, déclenchement de la guerre, vous aviez en France un certain nombre, une liste de gens d'ailleurs assez étonnante, qui étaient pour la guerre, pas forcément des types pro-américains, machin, mais qui considéraient que Saddam Hussein était devenu le mal absolu. Et moi-même, ayant étudié un peu cette région à l'époque, n'étant pas, j'étais jeune, j'y étais pas encore allé, je rêvais d'aller, mais les grands reporters de Paris Match m'en avaient appris des choses et je lisais beaucoup de choses, mais j'étais extrêmement surpris que même en ayant au gouvernement deux personnages que sont Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qui ont porté très haut les couleurs de la diplomatie française, qui ont fait un acte de bravoure en s'opposant aux Américains sur cette guerre, eh bien en dépit de cela, la plupart des rédacteurs en chef que j'avais à Paris Match et la direction étaient favorables à l'intervention des Américains en Irak, que moi je trouvais dès le début absolument stupide, non nécessaire, absolument infondée. Fondée sur un mensonge. Bien sûr, et c'est ça. La petite fiole, là. C'est là, la petite fiole, mais il n'y a pas que la petite fiole, souvenez-vous. La personnalité de Abou Moussab al-Zarqawi, qui deviendra après le terroriste numéro 1 en Irak, responsable d'attentats avec de multiples car-bombes et des carnages à chaque fois avec des centaines de morts. Ce personnage-là a été désigné comme terroriste par Colin Powell lors de cette même intervention, expliquant le lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Il y avait aussi un émissaire de Saddam qui aurait rencontré Mohamed Atta, chef des terroristes du 11 septembre à Vienne. Donc toutes ces preuves fabriquées qui se sont révélées complètement fausses. Zarqawi était bien présent sur le territoire irakien, mais au Kurdistan, au cœur du Kurdistan, où avec 500 types, il faisait régner la terreur sur une pauvre population complètement soumise à ses désirs. Et donc on a voulu faire en sorte que Ben Laden, qui détestait Saddam Hussein, qu'il a traité plusieurs fois de communiste, et Saddam Hussein n'a jamais donné dans le takfirisme, c'est-à-dire le radicalisme religieux à ce point, même si Saddam Hussein était beaucoup plus religieux que on dit le bassiste, tout ça, mais il a quand même fait une campagne. Ben Laden, Saddam Hussein, tout ça, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Et donc,
Mais il fallait, pour vendre aux Américains, cette guerre, qui n'était pas une guerre de nécessité, mais qui était une guerre de choix. Et là, nous avons donné, mais à fond là-dedans. Et sur l'Ukraine, souvenez-vous, Florian, avant que Angela Merkel nous explique que, bon, on a signé Minsk pour permettre à l'armée ukrainienne de se renforcer et que c'était l'objectif, était de gagner du temps, ce qui a été d'ailleurs, je crois, à peu près cautionné par François Hollande. Totalement, oui. Donc, deux personnages quand même qui ont décrédibilisé en une phrase le rôle de leur pays respectif dans un accord d'importance internationale quand même. Faut quand même le préciser. Mais ça, on ne pouvait pas le dire au début. Vous savez, on ne pouvait pas le dire. On ne pouvait pas parler. On dit, ah oui, quand tu disais, oui, mais la guerre, elle a commencé en 2014. Ah non, t'es un pro-russe. Voilà. Enfin, on le disait quand même, mais c'est moins audible que maintenant. C'était pas possible. Oui. Les plateaux télé, c'était des véritables... Je me souviens très bien. Je me souviens en particulier d'une émission que j'avais faite. Éric Nolot a beaucoup évolué depuis, mais à l'époque, il avait un petit côté inquisiteur. Et il était à côté de Raphaël Enthoven. Je me trouvais dans un débat avec Henri Guénaud. Henri Guénaud qui avait simplement eu le malheur de publier en mai 2022, au début de la guerre, une tribune dans le Figaro en disant « Mais attendez, là, on parle de surenchère, on arrive dans un engrenage, ça s'appelait « Nous marchons à la guerre comme des somnambules ». Et il reprenait d'ailleurs les propos d'un historien australien qui analysait de cette façon le déclenchement de la guerre 14-18. Et le propos de Nolot était de dire « Mais attendez, Poutine est l'agresseur, mais si… personne ne parle de paix, et si on continue à chaque fois à remettre une pièce dans le jukebox et à redonner des armes, etc., on va arriver à une nouvelle guerre mondiale, avec 20 millions de morts. C'est Guénaud. Ouais. Mais Guénaud et moi étions, c'était sur une chaîne de service public, depuis j'ai pas beaucoup eu le loisir, j'ai pas beaucoup été invité sur ces chaînes-là, mais pourtant c'est mon argent qui les paye, et le vôtre aussi. Oui, moi j'ai pas non plus été beaucoup invité. Voilà, et donc je trouvais ça absolument incroyable, c'était un tribunal presque. C'était, voilà, on avait deux... Oui, mais comment... En fait, on était, voilà... Justement, parce qu'à un moment... On était le diable. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est pile au moment... Pourquoi, moi, ce que je cherche à savoir, c'est pourquoi ces médias se sont plus fermés sur un narratif officiel qui diabolise qu'avant, d'après ce qu'on dit, par rapport à d'autres périodes. Est-ce que c'est parce qu'ils savent qu'ils ont perdu leur monopole avec les réseaux sociaux et les médias indépendants? Est-ce que c'est parce qu'ils savent que le monde est en train complètement de changer? Plus dans les années 90, les États-Unis, on voit, ont changé complètement. Il y a l'émergence des BRICS, la prédominance diplomatique. D'où l'émergence de Trump. Pour moi, c'est la même dynamique. Trump, c'est le retour des... On avait titré d'ailleurs... C'est pour ça. Est-ce que ces médias, ils agissent un peu comme dans le bunker, quoi? C'est-à-dire, ils sont tellement acculés qu'ils sont obligés d'en faire des tonnes et devenir ridicules. Oui, c'est déjà des démonstrations. Vous avez allumé, vous regardez Quotidien tous les soirs, vous avez une belle échantillon de bons sentiments, ça dégouline de moraline, comme on peut l'appeler. Sur l'Ukraine, c'est délirant. C'est délirant. Alors là, c'est un peu quand même le retour de bâton ou la douche froide, parce que quand même, certains, Dariush Rojban, on sent bien, David Pujadas, sans doute, anticipant ce qui va se passer, commencent à poser des questions à leurs Ukrainiennes préférées, en l'occurrence à la Poédie, en lui disant « Mais vous avez dit qu'on ne négocierait jamais avec Poutine. Vous êtes sûr de ce que vous dites pourtant, votre président Zelensky vient de dire qu'il allait négocier avec Poutine. » Voilà, malaise sur le plateau, et à plein de niveaux. On voit le général Yakovlev qui nous a expliqué que les Russes allaient nous envahir, mais qu'en même temps ils étaient nuls à longueur de temps. Et là maintenant, il nous explique que c'est les Américains le danger. Donc on se demande... depuis 25 ans. Voilà, et on voit Jean-Noël Barrot au niveau de l'exécutif, parce que c'est le même conflit, entre Benjamin Haddad, deux atlantistes notoires, et Jean-Noël Barrot. Il y en a un qui parle d'envoyer des troupes au Groenland, et l'autre qui suivait Macron, disait mais en fait, on ne devait pas envoyer des troupes à Odessa. En fait, on ne sait plus trop où il faut envoyer des troupes. Enfin, on imagine quand même mal nos soldats français... contre la Russie et les États-Unis en même temps. Non, mais surtout nos soldats français sur la calotte glaciaire, face à face aux GIs de Donald Trump. Non, il faut être sérieux quand même. Mais alors, ce qui est intéressant, vous mettez page 146 que ce sont d'autres journalistes qui dénoncent maintenant les dissonances, exécutent les fauteurs de troubles et publient parfois des articles en souhaitant leur mort sociale. Alors qu'on pourrait se dire, normalement, dans l'ADN d'un journaliste, il y a la volonté de débat et de liberté d'expression. Et c'est vrai, et ça c'est très vrai, il n'y a pas que les politiques, il y a des journalistes qui veulent exécuter d'autres journalistes. Non, mais il y en a même et pourquoi ça s'est renforcé? Ça, c'est le journal Libération. Le journal Libération est devenu
une sorte de flicage de la pensée qui distribue les bons points, qui distribue les mauvais points et qui de temps en temps fait un pseudo-travail d'enquête en disant attention, Régis Le Sommier ou machin a été vu proche du local de machin, c'est donc qu'il a une connexion avec tel personnage infâme. C'est idéologique ou c'est parce qu'ils sont aussi sur les listes de financement du SAID? Alors, ils sont en tout cas sur les listes de financement du contribuable français, puisque ces journaux mais même les contribuables américains, a priori. Bah, écoutez, j'ai pas vue en détail. Je parle pas de Libération en soi, non, mais toute cette presse mainstream, voilà, on va dire. Mais on sait très bien que cette presse n'aurait aucune existence si elle devait, comme nos maigres médias, se débrouiller par elle-même, alors que nous n'avons aucune subvention et que eux en ont. C'est ça le vrai problème qu'il y a, c'est que non seulement c'est une pensée unique, c'est le cas du service public, c'est le cas de France Inter, qui sont payés toujours avec l'argent des gens pour distiller une seule façon de voir. Bon, voilà, ça c'est le scandale. On peut critiquer Vincent Bolloré, trouver que sa presse est orientée, mais c'est son argent, voilà. Donc là, il ne vole personne. Donc si vous voulez, le problème, je pense, est là. Et il existe aussi une manière, si vous voulez, c'est très intéressant, j'avais cette discussion sur la question de le primat moral de la gauche sur l'université, sur les médias, qui existent depuis très très longtemps, vient peut-être du fait qu'il n'y a jamais eu de tribunal de Nuremberg pour l'URSS, que Jean-Paul Sartre n'a jamais été jugé. Pourtant, c'est quelqu'un qui prônait la mort physique de ses adversaires, quand même, je veux dire. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu, il y a eu cette acquisition à la Libération qui châtiait ceux qui avaient collaboré, les Drieux, etc., les Céline et machin. Mais au niveau de la gauche, il n'y a jamais eu ce grand lavage de... Donc la gauche a continué à détenir ce pouvoir culturel. Et ça s'est encore renforcé, je dirais, à l'époque de François Mitterrand, où là, il y a eu une sorte de glacis idéologique sur les médias. Et je pense que l'un des avantages appelons-le par son nom, de Vincent Bolloré, c'est d'avoir mis un terme à cette toute-puissance de la gauche sur les médias, et ce monopole. Et ça, je pense que, voilà, alors, et vous avez raison, il y a aussi un contournement qui est en train de se faire. Moi je vais vous dire, pour le dernier livre qui s'appelait Jusqu'au dernier Ukrainien, j'ai été invité au salon de Cosne-sur-Loire, un petit salon très sympathique. Et donc j'étais allé, il m'avait remis un prix. C'était sympa. J'aime beaucoup ces réunions de province. Et j'imagine que vous aussi, vous parcourez le pays et c'est vraiment c'est le meilleur contact avec les gens. C'est vraiment très chaleureux, c'est incroyable. Et on me présente à des dames qui faisaient partie du Rotary Club local, et on commence à parler des médias, etc. Je dis, mais par curiosité, c'est quoi vous lisez quel journal, etc. Ah, mais nous, on ne lit plus de journaux, on ne regarde plus la télévision. C'est les chaînes YouTube, nous. C'était pourtant des personnes d'un certain âge, entre 60 et 75 ans, on va dire. Toutes me disaient ça. J'étais extrêmement surpris parce que je les félicite. Voilà, mais je les félicite. Mais surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grand-messe cathodique du 20h n'existe plus. C'est pour ça qu'ils deviennent fous. Et je pense qu'en effet, oui, en effet, ça les perturbe parce que de toute façon, c'est une tendance baissière systématique. Et la presse papier également est dans cette logique. Et on le voit, le succès d'Omerta, par exemple, est assez étonnant. Il se fait justement par les applications, il se fait par le bouche à oreille, les vidéos qu'on se partage. Il y a un petit côté recomposition d'un monde nouveau. Alors, il est balbutiant, il est très, on va dire, anarchique, avec toutes les tendances. C'est peut-être pas mal aussi, tant mieux. Il y a aussi des dingues, il y a aussi des... voilà. Oui, mais il n'y a pas cette volonté dirigiste qui s'est emparée justement de la presse mainstream, la rendant sans doute moins intéressante et moins pertinente pour les gens. Mais ces signes de radicalisation médiatique, on les retrouve par exemple au niveau européen. On parlait de diable
ou de, comme dans le livre, hein, de diable ou de... En face, ce serait quoi, le bien? Bon, le camp du bien, Dieu, hein, mais on va dire le camp du bien. Non, Dieu a disparu, hein, voilà. Dieu est mort, comme dirait Nietzsche, mais le diable existe toujours. Hein. Tout à fait. Voilà. Et par exemple, moi ça m'a amusé, là tout récemment, Benjamin Haddad, donc, qui est ministre pour l'Europe, est allé, il a mis sur son compte X sans même se rendre compte du problème. Il a dit, je vais en Roumanie, où ils sont repartis pour de nouvelles élections présidentielles, parce que ça a été annulé, pour lutter contre l'ingérence. Mais que fait-il en allant dans une campagne présidentielle roumaine, lui français, si ce n'est de l'ingérence? Est-ce qu'il n'y a pas un retournement en ce moment complet, parce qu'ils sont un petit peu en train de perdre pied, quand ils sont obligés de mettre en place un outil comme le bouclier démocratique européen présidé par Nathalie Loiseau au Parlement européen, qui est un truc dingue. Moi j'ai lu tous les considérants, c'est inquiétant. Hein. C'est quand même, ça permet à tout moment de censurer très, très fermement les réseaux sociaux, voire de suggérer l'annulation en cours de route des élections comme ils l'ont fait en Roumanie, et Thierry Breton a le même fantasme pour l'Allemagne. C'est quand même des signes, parce que là ils prennent des risques à se dévoiler autant. C'est le même signe pour moi, c'est le signe qu'ils n'arrivent plus à désigner qui est le diable. Oui, il y a des... Et finalement ils se montrent eux-mêmes comme le diable. Alors c'est très intéressant ce que vous dites sur Benjamin Haddad, parce que moi j'avais eu moi-même un échange avec lui au moment des élections en Géorgie, où il y avait, je crois que c'était en Géorgie, où il y avait une loi qui était critiquée parce qu'elle interdisait les ingérences des ONG. Voilà. Et donc Benjamin Haddad disait il faut intervenir pour empêcher l'ingérence. Et j'avais dit, mais en intervenant, vous ingérez aussi. Alors, il m'avait répondu un truc, voilà. Mais on avait eu un petit échange, et je trouve que, par rapport à ce que vous dites, l'interview récente de Thierry Breton était absolument incroyable. Sur le constat sur la Roumanie, il fallait interdire l'élection parce que 30 000 types sur TikTok ont reçu une propagande pour un des candidats sur TikTok. Oui, et encore, ça, a priori, c'était même une manipulation du camp sortant pour diviser le camp d'en face. C'est ça. C'était de la vieille politique traditionnelle. Voilà, mais bon, quand on ça n'avait rien à voir avec les Russes, a priori. Mais bon. Non, mais c'est quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Rage russe. Voilà, la rage russe, bah oui. Et disant, en transposant ça à une possible victoire de l'AfD, en disant on supprimera l'élection. Si nécessaire. Et alors, après, il y a eu la question de X, où, vous savez, il y a beaucoup de nos élites qui ont hésité, faut-il partir? Marine Tondelier, c'était le must, hein, il faut interdire le réseau, en partir, et puis finalement, non, en fait, il faut résister, donc il faut rester. Oui. Voilà. Mais moi, je me suis souvenu... On n'en parle plus d'ailleurs de tout ça. C'est fini, c'est fini. Mais je me suis souvenu, et après on va venir à l'Europe, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes, et je sais que c'est un domaine que vous aimez particulièrement. En fait, je me suis souvenu de l'interdiction de X en Russie, qui avait été... tonnerre de contestation, c'est la dictature, Poutine, nanana, opprime, machin. Et là, on propose d'interdire X au nom de la liberté. C'est quand même assez incroyable. Vrai, totalement. Mais vous savez, bon, vous connaissez la phrase de Boukowski quand il arrive en Europe, dissident, et qui dit à propos de l'Union européenne, j'ai vécu dans votre futur et ça n'a pas marché. Voilà, mais on y est complètement. Je sais que Poutine avait interdit USAID en 2012 en disant que c'est une machine à ingérence. Et à l'époque, j'ai retrouvé les articles. Oui, bah oui. Horrible. Et maintenant, c'est le pouvoir américain lui-même qui dit c'est une machine à ingérence et on va la fermer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est 13 ans plus tard. J'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Vous savez, c'est une petite partie de ce genre de livre où on écrit, puis à un moment, il faut le rendre. Vous avez déjà écrit des livres, donc vous connaissez et vous ne pouvez pas rajouter. Mais ce qui est en train de se passer est assez incroyable, parce que sur la question de l'Union européenne, on sent qu'il y a un véritable combat que Trump est prêt à engager, que Musk est prêt à engager. Quand Musk intervient, on peut lui reprocher, c'est peut-être pas son rôle, enfin il ne vote pas, il n'est pas élu, mais il donne son avis et il intervient dans les meetings de l'AfD en Allemagne. Mais ce qui est en train de se passer, Trump a dit « je ne vais pas m'adresser à Bruxelles, je vais m'adresser aux pays ». Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai été faire un reportage très édifiant, éclairant aussi, en Hongrie en août dernier. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait très longtemps que toute l'intelligentsia conservatrice aux commandes en Hongrie, parce que la Hongrie, elle a quand même beaucoup d'expérience,
2% du PIB européen, mais le centre pratiquement d'un pays qui a beaucoup plus de poids que sa taille, 10 millions d'habitants. Et voilà. Depuis très longtemps, Viktor Orban entretient des liens très solides avec Donald Trump, mais aussi avec tout un tas de réseaux conservateurs, EPAC, etc. Alors évidemment, très pro-israélien aussi. Mais si vous voulez, les présences américaines est incroyable. Il y avait des types avec des casquettes MAGA qui se baladaient pendant les universités d'été d'une université conservatrice. Voilà. Donc, je me suis rendu compte de ça. Et en fait, ce qu'a fait Donald Trump ou ce qu'a fait Viktor Orban de conserve, en fait, c'est faire de la Hongrie le pilier du conservatisme en Europe, au niveau de la propagande, au niveau de plein de choses, hein, quasiment l'avouant, d'ailleurs le bras droit d'Orban s'appelle Balázs Orban aussi, mais qui n'a pas de lien de famille avec le président, est un type très intéressant justement pour ça, parce que c'est un type un peu un Musk avec aussi un côté très éclairé, très moderne. Mais bon, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, les Américains avaient mis le grappin là-dessus. C'était leur cheval de Troie. Ensuite, ils ont eu Mélanie, où tout ce qui est américain est persona grata, à Rome. On a vu comment Mélanie a été chouchoutée par Musk. Certains ont même prédit une histoire entre eux à cause d'une vidéo, mais ensuite elle a été à Mar-a-Lago avant l'investiture. Enfin bref, on sent que là, voilà, il y a Mélanie, il y a Viktor Orban, il y a Robert Fico, victime d'un attentat, qui appelle Donald Trump, victime lui-même d'un attentat, bref, tout ça... Et victime actuellement d'une révolution de couleur. Oui. Absolument, donc ils n'ont pas renoncé. Mais l'AfD, Alice Weidel, si elle arrive au pouvoir, elle a dit « je quitte l'Union européenne ». Ça veut dire quoi? C'est un peu comme, je dis, l'Europe sans l'Allemagne, c'est comme l'OTAN sans les États-Unis. Il n'y a plus l'Union européenne, oui. Voilà, c'est comme l'OTAN sans les États-Unis. Oui. Et régulièrement, Trump dit « oh, je vais quitter l'OTAN, puis vous allez vous débrouiller ». Voilà, donc mais Trump avait conseillé, c'est ressorti, en 2018 à Macron de quitter l'Union européenne, en disant tu défendrais mieux tes intérêts commerciaux. Macron avait dit aussi que l'Union européenne, enfin à propos de l'OTAN, qui était en état de mort cérébrale. Quelques mois plus tard, on a fait là aussi une propagande hallucinante nous expliquant que c'était le retour de cette fabuleuse alliance. Toujours, vous savez, parmi les experts de plateau, à nous dire mais c'est défensif, hein, c'est absolument... Bon, là, Joe Biden a autorisé les Ukrainiens à frapper dans la profondeur, donc prendre des missiles pouvant parcourir des centaines de kilomètres dans la profondeur, mais on est toujours dans l'alliance défensive. Voilà, et donc, ce qui est très intéressant, je pense, c'est que la partie de bras de fer avec l'Europe, elle est engagée, que l'objectif de Trump, c'est de rendre l'Union européenne obsolète, de récupérer les morceaux, et du coup, c'est une opportunité pour nous, en tout cas français, de récupérer notre souveraineté, je pense. On n'aura plus à se rendre quitte ensuite à être très indépendant par rapport aux Américains. Mais quitte à avoir aussi à faire l'Europe des nations, hein, en tout cas, imaginer d'autres... En tout cas, il faut en sortir. En tout cas, voilà. Et cette artificialité de l'Europe est en train d'être révélée au grand jour, grâce à des pays qui, eux-mêmes, au sein de l'Union européenne, ont repris leur souveraineté, leur politique migratoire, comme l'Italie, comme même le Danemark. À peu près. Voilà. Avec toutes les contraintes, ou la Hollande, voilà. C'est-à-dire que c'est... Oui, mais on sent bien quand même que... Il y a une volonté, mais il y a pas encore la souveraineté. Le sens de l'histoire est vers ça. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que je crois qu'on peut effectivement se dire que si on ne trouve pas la dynamique en nous-mêmes pour récupérer notre souveraineté, il faut utiliser le contexte international pour le faire. Et pour le moment, il est favorable. Et il est favorable, incontestablement, pour bien sûr devenir, non pas demain un protectorat américain, mais en tout cas profiter de cette dynamique pour être demain un pays indépendant. Oui, absolument. Et je crois qu'il pourra avoir des bonnes relations à la fois avec les États-Unis de Trump, et la Russie, et tous les BRICS. Refaire ce que voulait le général de Gaulle. C'est très gaulliste en fait, tout simplement. Et qui n'a jamais été naïf par rapport aux Américains, comme tout le monde le sait par ailleurs. Qui lui rendait bien d'ailleurs. Qui lui rendait bien. Il faut lire Branca là-dessus. Ouais. C'est intéressant. Juste des toutes petites questions, parce que du livre, vous parlez de Kadhafi dans le livre. En expliquant qu'il était... maintenant on est en plein... ce procès là justement de Sarkozy sur le financement libyen. Finalement, qui était le diable? Plutôt Kadhafi ou plutôt Sarkozy alors? Écoutez, je n'ai pas de révélation à faire sur cette... Parce que vous devez rappeler que Kadhafi, il était quand même
Enfin, ce qu'il y a maintenant en Libye est incontestablement moins bon pour la population localement que ce qu'il y avait du temps de Kadhafi. J'y suis allé concrètement il y a 4 ans. C'est un tas de gravats. La Libye, si Donald Trump a envie de la transformer en Côte d'Azur, il peut aller à Benghazi. Déjà, rénover le centre-ville, ça sera pas mal parce que tout est resté en l'état depuis les affrontements qui avaient eu lieu entre des groupes djihadistes. Il y a un califat qui s'était fait à un moment de groupe apparenté à Daesh et le général Haftar qui a reconquis justement cette partie de la Libye, en sachant qu'aujourd'hui elle est divisée en deux. Vous avez le camp Sarraj, enfin le Tripoli, soutenu par l'ONU, légitimé, et puis les 3/4 du pays qui sont dirigés par un général qui n'est pas légitimé, mais que la France soutient sans le dire, avec des Wagner dans l'histoire. Enfin bref, tout ça est extrêmement... L'équation libyenne est très compliquée. C'est un exemple typique, Kadhafi, de diabolisation. Mais c'est une démolition de la Libye. Ouais, alors que c'était bien plus compliqué que ça. Bien sûr, mais Kadhafi avait l'avantage... Bon, d'abord, il n'y a pas la question religieuse en termes de secte de l'islam, que ce soit les chiites ou les sunnites, ne se pose pas, c'est le monde sunnite. Mais il y a la question des tribus, et il y a la question des Touaregs, qui étaient utilisés par Kadhafi, excellent combattant dans son armée, et qu'une fois que Kadhafi partit, sont revenus dans le sud, ont évidemment voulu récupérer l'Azawad, en gros, si vous voulez, et avec des djihadistes algériens, des restes du GIA, Abou Zed, Mokhtar Ben Mokhtar, etc. Ces gens se sont en gros ligués pour tenter de conquérir le Mali. Et c'est pour ça que nous sommes intervenus en 2013, heure de gloire de François Hollande, avec l'opération Serval, suivie un an plus tard par Barkhane, qui a fait que nous sommes venus au secours de la déstabilisation, pour contrer la déstabilisation du Sahel, déstabilisation elle-même la conséquence d'une intervention que nous avons souhaitée en Libye. Alors maintenant, les raisons de cette intervention... Pour le coup, potentiellement diabolique. Bien sûr, et surtout dégommer, je dirais, un peu à la manière de Saddam Hussein. Saddam Hussein avait servi à l'Occident de rempart, de bouclier contre l'Iran. Il avait même mené contre l'Iran avec nos armes, en tout cas avec les armes américaines, une guerre terrible qui avait fait 1 million de morts dans les années 80. On oublie souvent cette guerre, on pense toujours à l'Afghanistan, l'intervention des Russes. C'était au même moment. Les deux ont fait 1 million de morts d'ailleurs. Et ce qui s'est passé pour la Libye, on est dans une, on peut le dire, dans une intervention qui s'est faite en dépit du bon sens. Kadhafi nous servait de gardien de la frontière sud de l'Europe, empêchant les migrants venus du Sahel et d'Afrique noire de passer, de transiter. Les Libyens étaient des gardiens. Kadhafi, en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la différence de Saddam Hussein, dire que Saddam Hussein a toujours conservé un mystère autour de ses armes, même si on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout des armes de destruction massive, mais il voulait faire croire à l'Iran, toujours son vieil ennemi de cette guerre, il n'y avait pas eu de traité de paix, qu'il possédait des armes et qu'il pouvait recommencer. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte après, tout a été étudié, les Américains ont dit finalement non, il n'y a pas d'armes de destruction massive, tout ça c'était des mensonges. Maintenant, on se rend compte que si Saddam Hussein ne l'a pas dit, si Saddam Hussein n'a pas accepté toutes les inspections, c'est parce qu'il voulait bluffer vis-à-vis de l'Iran. Pour ce qui est de Kadhafi, il avait accepté tout en 2003, 2004, démanteler le programme nucléaire, tous ces programmes, il était, entre guillemets, il avait offert à la communauté internationale un brevet de ce que n'a jamais fait Assad par la suite, c'est-à-dire en disant, voilà, je vous ouvre mes arsenaux, vous venez, etc. etc. Ça n'a rien changé. Il a quand même été éliminé quelques années, je crois 2 ans à peine, après avoir posé sa tente dans le palais à Matignon et avoir été reçu en grande pompe. Là aussi, mystère, une visite d'État qui avait beaucoup été critiquée, mais qui s'était soldée, on avait dit, par des millions d'euros de contrats, d'armement, etc., etc. Mais bon, voilà, et puis tout à coup, on décide que c'est le mal
Et là, on a la même rhétorique qui s'impose avec tout à coup, ah oui, il faut l'éliminer. Et vous avez des gens parfaitement rationnels au demeurant qui sont capables d'avoir des conversations qui tout à coup vous disent ah non, non, mais c'est très dangereux, Kadhafi. Oui, mais je me souviens très bien que c'était en 2011 extrêmement il va massacrer sa population. Oui, oui. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps. C'était difficile d'être contre cette guerre. Moi, j'étais contre. Mais bien sûr. Le dire à l'époque en temps réel, il fallait le faire. Et souvenez-vous, l'affaire de Benghazi, il n'y a pas longtemps, j'en ai reparlé avec... Mais il y avait 2 chars, en fait. Avec Alain Juillet, qui était aux commandes à l'époque, chef du renseignement les colonnes de chars, c'est 2 chars. Voilà, il dit il y a 2 chars qui étaient à 80 km. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tout ça, c'était bidon. Et quand vous avez le chef de la... Mais quand on a un petit peu d'intuition... Oui, quand on a un petit peu, mais à cette époque-là, si vous voulez, ce que je reproche, l'objet principal de mon livre, l'un des objets principaux, c'est de dire à mes confrères, pas à tous, mais à beaucoup, que le moment où on attend l'esprit critique, c'est pas le moment de le mettre en sourdine. C'est à ce moment-là qu'on attend, au moment où les politiques déclenchent les guerres, qu'on attend du journaliste qu'il fasse son travail. Est-ce qu'on peut avoir aussi, pour finir, justement cet esprit critique sur l'invitation toute récente de Macron à Jolani, du HCC, là, donc qui a remplacé Bachar el-Assad en Syrie. Macron a surpris tout le monde. Je crois que c'est le premier dirigeant occidental qui va le recevoir. Alors que lui, il a été au contraire ripolliné, c'est-à-dire qu'il est passé du diable à quelqu'un de formidable. Mais vous savez, c'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'on doit en penser de tout ça? Alors moi, je fais le parallèle aussi, vous savez, quand on va dans le sens de la narration, on va dire, du camp du bien, ou d'une évolution souhaitée, ou d'une projection souhaitée pour l'évolution d'un pays, eh bien, on est pardonné. Ce qui est très intéressant avec Jolani, c'est quand moi, il y a 10 ans, j'ai écrit un livre sur Daesh et Jolani est dedans. Il est dedans parce que quand j'avais fait mon enquête, j'avais interviewé un certain nombre de reporters qui avaient beaucoup travaillé sur Daesh à l'époque et des militaires également, qui m'avaient expliqué qu'en fait Jolani, c'était pas le personnage central. Le personnage central, c'était Baghdadi, le plan pour Daesh, comment cet État terroriste qui va régner sur 10 millions d'habitants à son paroxysme, dans un pays de la taille de l'Angleterre, établi sur l'Irak et sur la Syrie, et comment Baghdadi va mettre en place tout ça. Et Jolani est un lieutenant de Baghdadi. Et quand, à l'époque, je m'étais intéressé à Jolani, il a aussi été donc emprisonné par les Américains en Irak, à Kembouka. C'est là où il a rencontré Baghdadi, en cellule. Les prisons américaines en Irak, ça a été un incubateur du djihadisme et notamment de Daesh. C'est là qu'a été conçu le plan d'expansion de Daesh. Tout simplement parce que les matons américains ne parlaient pas la langue des gens qu'ils étaient censés surveiller, qui avaient tout loisir, parce qu'en prison, on a du temps, qui avaient tout loisir d'organiser, en sachant qu'ils sortiraient un jour, ce qui est arrivé pour les deux. Et ce que Baghdadi a demandé à Jolani, c'est de retourner en Syrie pour, au nom du califat, enfin en tout cas, il n'était pas décrété encore, mais au nom de l'État islamique. Et Jolani a joué le jeu, mais il a toujours eu un prisme syrien. Et quand on connaît les rapports, mais ça, il faut aller sur le terrain pour ça, entre les Syriens et les Irakiens, ça a toujours été compliqué. Même à l'époque du bassisme, jamais Saddam Hussein n'a fait d'alliance avec Hafez el-Assad, par exemple. Hafez el-Assad accusait Saddam Hussein, par exemple, d'être derrière les frères musulmans à Hama, au moment où ceux-ci ont pris la ville, et il y a eu ce massacre abominable en 1982. Le diable, c'était Saddam Hussein, pourtant il fait partie du parti bassiste. Et à un moment, l'autre parti bassiste en Égypte, il y a eu, dans les années 60, l'Égypte et la Syrie ont été un seul et même pays pendant un an et demi. Voilà, donc il y avait des liens, mais avec les Irakiens et les Syriens, ça ne le sait pas. Et donc Jolani, lui, a joué une partition, on va dire, nationale syrienne assez tôt. Il a créé son groupe, Jabhat al-Nusra, grâce auquel, avec un autre groupe qui s'appelle Al-Sham, ils ont conquis la ville de Raqqa, qui va quand même devenir plus tard la capitale de l'État islamique. Puis il a assez rapidement fait dissidence, prônant qu'il préférait un meilleur traitement pour les minorités, il était moins extrême, etc. Bon, en réalité, tout ça a été démontré, c'était faux. Il était inclusif. Le Jolani en question, auparavant, avait quand même combattu
auprès de Abou Musab al-Zarqawi, terroriste numéro 1 dont j'ai déjà parlé, qui a fait des massacres sur la population chiite en Irak. Jolani a probablement du sang américain sur les mains. Donc il a été Al-Qaïda en Irak, État islamique, Jabhat al-Nusra, il a fait sa badia, son allégeance à Al-Qaïda, à Ben Laden. Ensuite, en 2016, il y a eu on dit oui, en 2016, il s'est écarté d'Al-Qaïda. Quand on regarde ce qui est écrit, parce que les gens ne vont pas regarder en arabe ce qui est écrit, Fabrice Balanche notamment a analysé finement ce qui est écrit. Jolani propose de se retirer parce que pour des questions circonstancielles, il ne remet absolument pas en cause l'idéologie. Oui, il n'y a pas de remise en cause profonde. Et Zawahiri, qui à l'époque est le numéro 1 d'Al-Qaïda, lui explique, lui dit, si pour les nécessités de ton groupe, tu dois t'en retirer, bon, c'est pas ce que j'appelle une rupture. Oui, voilà. Bien sûr. Donc ce personnage Je rappelle que HTC aussi était cité comme inspirateur de ceux qui ont décapité Samuel Paty, et que Jolani figure toujours accessoirement sur la liste des terroristes internationaux. Mais bon, on va le recevoir à l'Élysée. Ce que je trouve incroyable, pour moi, je fais le parallèle, comment on va dire naïveté, mais qui n'en est pas. Non, c'est pas une naïveté. En fait, cette acceptation du sort, finalement. On s'est dit, cynique. on dit voilà, Bachar est tombé, c'est le bonheur en Syrie. Bon, on se rend compte qu'en fait, d'abord, il va falloir que Jolani remplisse les estomacs et on est loin. Et si Bachar est tombé, c'est parce que les estomacs n'étaient pas remplis, justement. On ne va pas mourir pour Bachar quand on est payé $50 par mois pour être soldat dans l'armée syrienne. C'est ça qui s'est passé, fondamentalement. Mais si vous voulez, là, on va laver plus blanc que blanc. Lui trouver des circonstances. Alors lui-même va jouer le jeu extrêmement bien. Mais vous savez, ça m'a rappelé... un costume et une cravate. Moi, ça m'a rappelé Azov en Ukraine. C'est-à-dire, oui, mais il y a des néo-nazis. Oui, non, mais ils sont pas tout à fait... Vous savez, ils ont changé... C'est DHL, ça. Oui, mais ils ont quand même l'insigne de la Das Reich. Ah oui, mais en fait, c'est l'insigne de la Das Reich, mais c'est à l'envers. Oui, enfin bon... C'est gentil. Voilà. Et donc, voilà, on revient, ceux qui ont tout inventé, c'est les inconnus. Le bon chasseur, le mauvais chasseur, le gentil nazi, le bon nazi, le gentil djihadiste, le bon djihadiste. Mais tout ça sent un peu comme l'ancien monde, en fait. Je trouve que par rapport à toute la manière dont évoluent les choses ces dernières années, où on a quand même maintenant vous savez, accès à beaucoup d'infos. Je la répète souvent, mais la phrase d'Antonio Gramsci n'a jamais été aussi pertinente. Le vieux monde se meurt. Le nouveau n'est pas encore né, et dans le clair-obscur surgissent des monstres. Voilà. Et à savoir si Trump est un monstre ou s'il fait partie du nouveau monde qui naît. C'est ça la vraie question. On aura des éléments de réponse dans le livre. Voilà. Donc je le rappelle, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident de Régis Le Sommier, qui est passionnant, documenté avec terrain et puis de la réflexion, bien sûr. On a commencé de le présenter là. Et on voit que c'est bien de remettre un peu de nuances, de complexité, d'ombre, de clair-obscur ou de dégradé dans un paysage qui est trop souvent noir ou blanc. Mais en plus, je trouve qu'il est vraiment adapté, j'y reviens à ça pour conclure, mais à l'évolution incroyable de ces dernières années, de ces derniers mois, où je trouve qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Et c'est le moment. On va faire un tome 2. Voilà, faire un tome 2. C'est vraiment intéressant parce que je pense qu'on ne peut plus du tout aborder les questions internationales comme il y a 10 ou 20 ou 30 ans. On ne peut plus les détacher de l'espace national. Beaucoup d'hommes politiques d'ailleurs ont été construits dans leur carrière avec un rayonnement hexagonal. Aujourd'hui, que ce soit Mayotte, que ce soit... Vous vous rendez compte qu'en fait, on est percuté par l'international qui nous rattrape à tous les coins de la rue. Les narratifs sont plus possibles, quoi. Non. On ne peut plus nous faire un coup comme on nous le faisait. Enfin, on peut le faire, mais c'est immédiatement réfuté sur les réseaux sociaux. Même la première guerre du Golfe, souvenez-vous. On va vendre la démocratie, faire ce que les soldats américains, je me souviens des soldats américains me dire ça, le don de la liberté aux Irakiens. Imagine ça aujourd'hui avec X, avec tout ça. Mais c'est avec sûr vos médias, ça n'est plus possible. Et l'avantage de Trump, c'est que lui, il n'a jamais été comme ça. Toujours dit, tiens, ça nous coûte tant, on va arrêter. Voilà. Trump, c'est la vraie politique américaine sans le vernis. Voilà. C'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, vous aurez le lien sous la vidéo en description. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Merci à vous d'avoir reçu. Voilà, j'ai trouvé cet entretien avec Régis Le Sommier que je remercie encore, passionnant.
Comme vous le savez, son livre est là. On a mis un lien sous la vidéo en description si vous souhaitez l'acheter. Sinon, il doit être dans les bonnes librairies. Il vaut le coup, je l'ai lu. On en a parlé en long, en large et en travers dans cette vidéo, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce livre. N'hésitez pas. Par ailleurs, merci de partager cette vidéo. Plus vous serez abonné à la chaîne par un petit clic gratuit sur s'abonner, plus les vidéos seront recommandées, circuleront. Donc, merci à vous pour ce petit clic qui est une grosse claque pour le système. Bien sûr, la pétition nationale pour sortir de l'OMS est toujours en lien sous la vidéo en description, très importante. 2025 est une année de changement, de révélation et de changement concret. On le voit partout. En France, ça viendra par la somme de nos actions. C'est à nous de faire. Donc, rendez-vous samedi 22 février pour la manif nationale pour le Frexit. Rendez-vous 14h, place du Palais Royal à Paris. Venez très nombreux de partout, y compris en dehors de nos frontières. Il y a des gens de Luxembourg, Belgique, Suisse, etc. qui vont venir. Ils sont les bienvenus. Et de partout. Notez-le. Pour le Frexit, c'est très important, c'est premier. Je vous attends, patriotes. Voilà, il y a plein de gens qui, peut-être, se disent « j'ai envie de venir ». Alors, on va en discuter ensemble dans notre direct ce vendredi 14 février à 19h, notez-le. Un grand direct, je prendrai vos questions en direct. Vous pouvez d'ores et déjà le noter, oui, on sera là. Très grand direct sur cette chaîne. Et puis, des gens qui ont envie de s'engager et choisissent leur degré d'engagement en devenant adhérents ou en réadhérents. Je rappelle que le mouvement ne peut agir que par vous, avec vous et grâce à vous. Nous n'avons pas un centime d'aide publique, pas d'aide des banques. Nous sommes anti-système, anti-oligarchique à 100%, totalement libre et indépendant. On ne peut fonctionner, faire ces actions concrètes que personne ne fera si on ne les fait pas nous-mêmes, que parce que vous êtes là, adhérents, réadhérents ou donateurs au mouvement. Et tout ça est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Ce que vous mettez en adhésion et dons, vous faites les 2/3 et c'est enlevé de vos impôts. Ça vaut le coup, non? Plutôt que de donner ça à Macron et ça finira dans les poches de Brigitte, Ursula ou de Zelensky. Alors, comment on fait pour adhérer dès maintenant? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous choisissez faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est facile. Ça permet de financer nos actions. Tout ça, donc, défiscalisation aux 2/3. Les liens sont sinon aussi sur notre site en permanence, les-patriotes.fr. Et non, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bravo aux réadhérents et aux donateurs. Et vive la France.